C'est un thème très très intéressant et passionnant. Et normalement, il faudrait plusieurs jours pour en parler. Donc on va réduire au maximum notre communication pour essayer de parler de l'essentiel, vous donner envie de découvrir cet outil, comme nous on a eu envie de le découvrir et de le partager, et même d'aller plus loin, de découvrir de nouvelles facettes. Donc on va parler de l'énéagramme. Ce matin, il y a eu un violoniste qui est venu, et puis après, un soufi qui est venu parler de la poésie, du soufisme. Et j'avais évoqué les notes de musique. Cet après-midi, vous avez vu, bizarre, mais il y avait un chanteur avec une guitare juste avant qu'on arrive, et on était encore dans la musique. Donc, il faut savoir que l'énéagramme est un très très vieil outil qui a été transmis par la tradition soufie, qui a été réintroduit en Occident au début du siècle dernier par Gurdjieff, qui a ramené ça des confréries soufis d'Afghanistan ou Pakistan, on ne sait pas trop où il a pris ça. Toujours est-il que ça a été transmis par le soufisme. On sait que les pères du désert le connaissaient probablement parce qu'ils ont parlé de 7 péchés capitaux. Il y en a 9. La grande révélation, c'est qu'on va en ajouter 2. Et on sait que Pythagore avait dessiné cette figure. Donc si on peut avoir la figure, est-ce que tu peux nous l'envoyer? Voilà, la figure de l'énéagramme. C'est une figure, ça veut dire figure à 9 points. Pythagore, donc la Grèce ancienne, dessine cette figure et parle de 9 sphères sonores qui organisent le monde. Gurdjieff reprendra ça et va dire qu'on peut expliquer le fonctionnement de l'univers avec cette figure. Alors c'est un peu présomptueux, mais on peut vous dire que nous on travaille ça depuis une quinzaine d'années et qu'effectivement on a l'impression que plus on étudie cette figure, plus on rentre dedans, plus on rentre dans ces symboles et plus on rentre dans la vie, parce que le 9 en numérologie, vous savez que c'est le 0 ou le tout, le rien ou le tout. Et c'est le chiffre sacré chez les Chinois, enfin bref, il y a toute une mathématique là derrière et une symbolique. Donc on n'a pas eu de mathématicien à ce forum, et bien on va en faire un peu de mathématiques. Alors, cette figure, elle remonterait à Pythagore au moins, mais comme beaucoup d'enseignements qui viennent du passé, on ne peut pas dire que ce sont les Grecs anciens qui auraient inventé ces figures. Parce que vous allez voir, au bout de 10 minutes, vous allez dire comme nous, c'est impossible qu'un humain se réveille un matin en disant, même s'il s'appelle Pythagore, hein, en disant tiens, je vais me faire une figure avec 9 points, puis ça va décrire l'univers. Parce que Pythagore a essayé de faire la figure à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Et à 9 points, il a fait cette figure-là. Pythagore, c'est un géant. Hein. Mais c'est pas possible que ça vienne d'un seul humain, parce qu'il y a quelque chose, comme dans l'astrologie, la numérologie, toutes les sciences qui viennent du passé, les sciences humaines, il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, bien sûr qu'il doit y avoir autre chose de transcendantal. Hein. En fait, ce qui est important pour nous et vous, c'est que pendant ce forum des médecines de l'âme, ça va décrire cette figure étonnante, ça va décrire toutes nos errances d'âme, nos compulsions, les choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, mettre du sens. Et après, une fois qu'on a bien vécu l'ombre, comme ce matin le disait Eric, eh bien, on peut découvrir ce qu'on est venu vivre, exprimer pour le meilleur pour nous et pour le meilleur pour la vie, vous comprenez? C'est vraiment ce chemin-là qui va vous permettre de vous comprendre, vous, et puis ensuite de comprendre les autres, de les accepter dans leurs différences, parce qu'il y a 9 énergies différentes, vibrations différentes qui constituent la vie à tous les niveaux. Alors, la conférence s'intitulait l'énéagramme, je crois, les 9 chemins de l'âme. En fait, il y a au moins 3 branches d'enseignement de l'énéagramme. Il y a une branche qui est beaucoup utilisée par la psychologie moderne, parce que c'est un outil très très pertinent pour décrire plein de choses, de phénomènes d'interaction interpersonnelle, etc. Il y a une branche qui est utilisée par le management en Amérique, beaucoup de formations, dans le coaching aussi, c'est presque un incontournable avec la PNL, avec d'autres techniques, l'analyse transactionnelle, notamment en psychologie. Ce sont vraiment des choses incontournables maintenant d'apprendre l'énéagramme, parce que c'est un outil très rapide à apprendre et très efficace. Ça, c'est les 2 branches principales. Et puis, il y a une branche traditionnelle, qui est celle que nous pratiquons, qui est l'enseignement de l'énéagramme par tradition orale, où les gens vont apprendre à se reconnaître
Donc n'allez surtout pas faire des tests sur Internet, ça ne sert pas à grand-chose en général. L'énéagramme, on doit se découvrir. Ça ne se calcule pas, on doit se découvrir. Et quelquefois, on met des années à se découvrir. C'est dire à quel point nous sommes voilés et inconscients de notre propre réalité. Et cette tradition de l'enseignement par oral, ça se fait en 2 week-ends. Vous pouvez le faire ici à côté au Centre des Déserts, parce que nous on organise régulièrement des stages, mais il y a des stages un peu partout en France, parce que c'est une méthode qui est quand même très très connue et très actuelle, on va dire. Donc cette tradition de l'oral, c'est pour qu'on sente la personnalité. C'est-à-dire si c'est une note de musique, c'est une vibration. Si c'est une vibration, si on prend un énéatype 9 par exemple, normalement, si on met tous les 9 ensemble, il va sortir du groupe une sorte d'odeur, de sensation, de choses bizarres. On va dire, mais c'est vrai qu'ils ont un trait de ressemblance. Et si on met tous les 1 ensemble, voilà. Donc on va fonctionner en panel, on va mettre les gens ensemble, on va faire un gros tas de 9, un gros tas de 1, et puis on va sentir qu'il y a quelque chose qui émane de ces personnes, et puis dans ces personnes, il y en a une qui va dire « je me sens pas à l'aise dans ce groupe ». Et là, vraiment, on est dans du sensible, mais du ressenti, c'est-à-dire, et les autres vont dire, ouais, c'est vrai que tu t'es mis avec nous, mais nous, on ne te sent pas comme nous. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'entraider les uns les autres et à se découvrir et à voir qu'effectivement, nous sommes différents. Et puis surtout, l'énéagramme, le grand secret, c'est qu'il va décrire 9 façons de percevoir la vie. Et alors, ce qui est sidérant, c'est que vous allez vous rendre compte que c'est 9 mondes, et que moi, je suis dans un monde, mais les 8 autres, j'ignore complètement leur façon de penser, de réagir, de croire, de vivre, quoi. Et ils sont totalement incompréhensibles. Vous savez, on ne comprend pas l'autre. On dit, mais attends, je lui ai expliqué. Comment ça se fait qu'il ne comprend pas mes mots? Mais parce qu'il n'a pas les mêmes filtres. Il est voilé par cette incarnation de l'âme, on pourrait dire, dans 9 énergies différentes, qui ne sont pas pour nous séparer. Au début, ça nous sépare. Mais après, c'est un potentiel pour nous retrouver dans 9. On verra 9... 9 mensonges pour commencer. Alors avant d'aller vers les vertus, parce que tout le monde aimerait bien aller vers sa vertu, il faut quand même être sincère et concret avec la vie, avec ce qu'on observe autour de nous. La planète va mal, les gens vont mal, les maladies se développent, les maladies mentales se développent. Tout cela est décrit par l'énéagramme. C'est-à-dire qu'on peut classer même les maladies mentales selon les énéatypes. Il y a un énéatype de la schizophrénie comme il y a un énéatype de la paranoïa. Vous voyez, et en fait, ces choses-là, hélas, pour nous, sont un peu mathématiques. Alors ça fait, bon, je vais dire un mot, ça fait un peu flipper quand on a découvert que tout ça était régi par des lois mathématiques et par des flèches qui nous obligent à vivre certaines choses et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment le mot-clé. Souvent, on dit, c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. On appelle ça une compulsion, c'est-à-dire dès que vous serez déstabilisé par un événement dont vous n'attendiez pas justement l'arrivée, quelque chose qui fait que j'allais bien, et là on dit c'est pas possible, ça vous amène dans un autre monde qui vous fait réagir d'une manière toujours la même, excessive. Et vous êtes mal dans ce fonctionnement qui vous prend de l'énergie, et les personnes autour de vous sont mal, et ça coupe le lien. Donc ça va décrire 9 façons de voir le monde, mais 9 façons de mal voir le monde. Et l'intérêt de l'énéagramme, c'est qu'en un week-end, ça vous dit tout de suite pourquoi vous agissez comme ça. C'est-à-dire ça ne va pas se contenter de décrire des comportements, même si ça peut être réduit à une analyse de comportement. On va vite se rendre compte qu'il y a, par exemple, pour un comportement, 9 raisons cachées d'avoir ce comportement. Par exemple, je suis un enfant, je range ma chambre, mais ça peut être un comportement de 1 qui veut que sa chambre soit parfaite, mais il ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être un comportement de 2 qui se dit, tiens, ça va me faire plaisir à papa, il va m'aimer. Ça peut être un comportement de 3 parce qu'il aime bien se mettre des challenges. Ça peut être un comportement de 4 qui veut être original. Enfin, il y a 9 façons de ranger sa chambre. Au moins. Parce qu'après, on va se rendre compte qu'on est 7 milliards d'individus et qu'il y a 7 milliards de façons de ranger sa chambre. Mais on va en classer déjà 9 grands types, parce que ces grands types vont nous permettre de détecter derrière une peur. Et ce matin, j'ai entendu Éric Geoffroy parler de ça, dans le soufisme, bien sûr. Il y a beaucoup de traditions qui vont ramener ça à ce mot qu'on appelle peur, et qu'on soit clair,
c'est pas une peur biologique, hein, c'est pas une peur de survie, quoique elle active des réflexes de survie, c'est une peur mentale, c'est-à-dire c'est un mensonge. Mental, menteur, je vous rappelle, même racine. Donc, il y a 9 peurs mentales, mensonges, qui nous dirigent, et nous sommes, Gurdjieff disait, des marionnettes. Gurdjieff était un maître un peu atypique, hein, on va dire, qui avait des disciples au début des années 1900, et pendant la guerre de 14, il enseignait, c'est un Arménien, je crois, à la base, il enseignait en Russie, il avait des disciples, et les disciples disaient comment on peut faire pour arrêter la guerre, la Première Guerre mondiale. Et Gurdjieff leur disait, mais ouvrez les yeux, regardez autour de vous, voyez que les gens sont des marionnettes. Il n'y a personne, même vous, il n'y a personne qui est autonome, qui est libre. Tout le monde est une marionnette téléguidée par quelque chose qu'il ignore. C'est-à-dire, on est tous persuadés d'avoir un libre arbitre, persuadés d'être conscients, c'est faux. Il y a des comportements, il y a des schémas de pensée, il y a des choses qui nous viennent, qui nous sont complètement imposées par quelque chose que l'on ignore. C'est pour ça que l'énéagramme est un outil avant tout de développement spirituel, parce que ça va aller dégager l'ego petit à petit pour faire émerger quelque chose d'autre qui est notre moi profond, qui est quelque chose d'assez mystérieux, puisque vous avez vu tous les conférenciers tournent autour de cette notion de mystère. Qu'est-ce que c'est? Qui sommes-nous vraiment, hein? Mystère. Mais en tout cas, l'énéagramme va nous dire qui nous ne sommes pas. Or, le problème, c'est qu'on a construit toute notre vie sur cette croyance et ce fonctionnement. Et c'est difficile de lâcher un fonctionnement existentiel parce qu'on a peur de mourir. Si je ne suis pas gentil, je vais être méchant. Si je ne suis pas beau, je vais être laid et tout le monde va me repousser. Si je ne suis pas au service, on ne va plus m'aimer. Si je ne suis pas fort ou intelligent, je n'aurai pas de lien avec les autres. Vous comprenez ça? On a tous ça. C'est plus fort que nous. Il faut que j'apprenne, il faut que je sois fort, il faut que je sois au service. En fait, il faut que nous amène à nous oublier. Donc là, on est en peine. Et ça prend vraiment toute notre énergie, tout notre temps. Alors, on regarde 2 secondes la figure pour voir déjà quelques aspects qui sont assez bluffants, puis après on va aller voir les 9 mensonges. Symboliquement, c'est un rond, donc c'est l'univers. Hein. Quand on fait un rond dans le passé, ça symbolise le ciel et la terre. C'est ce qu'on voit quand on a un œil qui regarde, on voit ça, on voit un rond. Donc quand on symbolise quelque chose dans un rond, c'est qu'on va symboliser le tout. Mais, comme ça vient aussi par le soufisme et qu'il y a les mathématiques, pour les soufis, c'est aussi le rien. Puisque le zéro, c'est une invention des Arabes, hein, je vous rappelle. Le zéro, c'est l'invention... c'est terrible, parce qu'après, entre le 0 et le 1, il y a tout. Les mathématiciens, ils sont un peu dans ce truc-là. Donc il y a le 0 ou le rond qui est le tout. Et puis dedans, il y a un triangle qui représente la Trinité. Alors la Trinité, toutes les traditions parlent d'une Trinité, mais là, on va rejoindre la tradition grecque avec 9 points qui sont du registre de l'instinctif, le ventre. 3 points, pardon. 3, j'étais déjà dans le 9. 8, 9, 1 qui sont dans le registre instinctif, le ventre. Il y a 3 points, 2, 3, 4 qui sont des émotionnels, le cœur. Et puis il y a 3 points qui sont du domaine du mental, 5, 6, 7. Alors ça, c'est déjà rassurant. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est un outil qui me plaît parce qu'au moins, ça rejoint la tradition chinoise, ça rejoint la biologie. Parce que moi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, j'en avais parlé avec un théologien une fois que j'avais fait venir à Chambéry. Et je lui ai posé la question, pourquoi, j'étais un peu provo à l'époque. Je lui ai dit, pourquoi il n'y a pas de féminin dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Il m'a dit, oh, faut pas voir les choses comme ça, puis il s'est arrêté. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, ça me titille parce que j'ai une base un peu énergétique chinoise, vous savez, je faisais du qigong. Et donc, pour moi, il y a yin, il y a yang, c'est le féminin, le plus, le moins, c'est de l'électricité. Même le plus, le moins et le zéro, c'est encore de l'électricité, hein. Le plus, le moins et puis le zéro. Mais après, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bon, pourquoi pas, mais c'est des mots qui ne me parlent pas, moi, personnellement. Ouais, je sais pas. Alors, une petite précision, quand Gilles dit il y a les instinctifs, 8, 9, 1, émotionnels, 2, 3, 4, l'humanité n'est quand même pas découpée aussi strictement dans 3 niveaux. Tout le monde a un corps, tout le monde a un émotionnel et tout le monde a du mental.
On est bien d'accord. Sauf que ces 3 répartitions vont induire que certaines personnes seront en permanence dans le mental. Le mental tourne, cherche, doit savoir, où on est pris en haut. Certaines personnes seront plus focalisées dans leur centre émotionnel et auront des problématiques au niveau émotionnel. D'accord ? Et donc des maladies à ce niveau-là et plus au niveau physique. Oui, parce que ça, tu as raison, ça va induire aussi des zones sensibles. Parce que par exemple, les 2, 3, 4 étant du domaine émotionnel sont centrés sur le cœur. C'est eux qu'il faut surveiller au niveau cardiaque, par exemple. Parce qu'ils sont plus fragiles. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un 8 ne peut pas faire de crise cardiaque. Évidemment que si, hein. On est bien d'accord. Mais ça va déjà faire une attraction sur certaines zones du corps. Et les Chinois en parlent aussi. Avec leur approche, ils n'ont pas l'énéagramme, mais en énergétique sur les 3 dantian, ils appellent ça. Ils vont parler des sensibilités de celui-là, de celui-là, de celui-là. Et ça va rejoindre complètement l'enseignement de l'énéagramme. Juste une chose, on a les 3 niveaux. On a tous un corps, on a tous un cerveau reptilien, un cerveau limbique, un cortex. Donc on a tous les 3 niveaux. Sauf que quand un 8, 9, 1 rencontre un problème dans sa vie, comme c'est un instinctif, et vous allez vous reconnaître les instinctifs, il dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Faut faire quoi? Donc c'est passer à l'acte. Il a un problème, il veut un acte. Ouais. Parce que pour lui c'est un instinctif, il ne veut pas penser, ça ne l'intéresse pas de cogiter. Il ne va pas faire de psychanalyse, c'est pas son truc, mais il va se dire c'est quoi la solution? Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a un problème, il y a une solution. Et c'est dans le concret. Hein. Mais ils sont assez binaires, hein, vous avez entendu. Bon, on va mettre de l'humour si on n'est pas capable de rire de soi. Je fais partie des instinctifs, je sais comment je fonctionne. On n'allait pas me dire que je ne fonctionne pas comme ça. Je sais que chaque fois qu'il arrive quelque chose, dans ma tête, ça dit tout de suite il faut faire quoi. Bon, c'est comme ça, c'est mon mode de fonctionnement. Les 2, 3, 4, eux, c'est un peu plus compliqué. On va rentrer dans des domaines plus compliqués, moins binaires, parce qu'eux, ils ressentent les choses, et ils veulent ressentir. C'est-à-dire quand il y a un problème, est-ce que j'ai envie ou pas envie? Est-ce que j'aimerais faire ça ou pas? Est-ce qu'on m'aime ou est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Je les caricature un peu. Hein. On va rire, hein, parce qu'il faut rire de nos mensonges. Tout ça, c'est faux. Hein. C'est pas parce qu'on fait un acte qu'on est sorti de l'auberge. Hein, je peux vous le témoigner aussi. Et c'est pas parce que je ressens si j'ai envie ou pas envie que j'ai réglé le problème. Et donc les 2, 3, 4, eux, leur obsession, ça va être un peu, effectivement, de ressentir quelque chose de l'ordre de l'affect, de l'envie, de l'amour, de ces choses-là. Ça va? Et 5, 6, 7, tu veux en parler? Je peux en parler parce que je suis pile au centre, le 6, c'est le pire, hein, c'est moi. C'est le royaume du mental. Il faut savoir, comprendre, mettre du sens. Pourquoi? Mais pourquoi et pourquoi? D'accord? Alors, remplir dedans, savoir dehors, tout ce truc qui nous tourne dans la tête. Alors, il y en a plein qui ont, dans les autres numéros, qui ont un mental, mais 5, 6, 7, c'est vraiment leur royaume. Il faut que j'apprenne, je sache, parce que si je ne le sais pas, je n'existe pas. Alors, ça va induire, bien sûr, l'invention de la psychanalyse, l'invention de la sophrologie. Hein. Il suffit de penser pour régler le problème. Enfin, je caricature, hein. Les sophrologues, ne m'en veuillez pas. Hein. Mais ce sont des schémas, et vous allez voir que ces schémas individuels, ce mensonge individuel, petit à petit, on va arriver à vous faire prendre conscience à la fin de la conférence que ça devient un schéma collectif qu'on appelle un égrégore. Et ce schéma collectif devient quelque chose qui s'auto-alimente. Et si la société va mal actuellement, c'est sans doute parce que nous ne sommes pas capables individuellement de sortir de nos schémas et donc de cesser d'alimenter un schéma collectif. On va voir qu'il y a 9 mensonges, et dans notre prochain livre on en parle comme 9 plaies de l'âme, qui sont en fait des choses qui nous pèsent énormément sur la planète en ce moment, dans la société, et on n'arrive pas à en sortir en disant il n'y a pas d'autre solution possible. Parce qu'on a créé, par la multiplication de ces schémas de pensée, on a créé quelque chose de l'ordre d'un égrégore qui va nous distiller son message tout le temps, hein, auto-alimenter le truc. On pourrait dire qu'on s'est identifié à un masque de je suis qui n'est pas notre être. Un je suis, une persona, c'est un masque, comme un masque de théâtre, qui fait qu'on peut entrer en relation avec l'autre. On a cru que pour entrer en relation avec ses parents, ses frères et sœurs, les amis, être vivant et en lien avec les autres, on a cru qu'il fallait jouer ce personnage.
Et en fait, c'est quelque chose à la fin qui nous sépare. Alors après, ça va être hyper simple, parce que là, moi j'adore cette partie, c'est hyper rationnel, c'est très très simple, c'est des polarités. C'est-à-dire que, comme vous avez un point instinctif, là c'est des points zéro, ils sont neutres, enfin ils sont graves on va dire, parce qu'ils ne sont pas bien polarisés. Mais là c'est un point plus, là c'est un point moins. Là c'est zéro, mais là c'est plus, là c'est moins. Là c'est zéro, là c'est plus, là c'est moins. Alors là on va retrouver un truc qui est hyper facile. C'est hyper facile de faire des liens avec la psychologie moderne, avec Jung par exemple. C'est hyper facile de faire des liens avec l'énergétique chinoise, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des personnalités extraverties et d'autres introverties, ou des personnalités yang qui font comme ça, des personnalités yin. Et puis dans les personnalités yang, il y a des hommes qui sont par nature yang et des femmes qui sont par nature yin. Donc ça va commencer à démultiplier les possibilités et vous allez voir que ça devient vite ingérable de comprendre ça. Il ne faut pas perdre la base, on a une trinité. D'accord ? Mais si on va plus loin, la trinité va laisser... Alors, hop, il est revenu... Est-ce que je peux avoir le troisième ? Pas si... Il est revenu au premier. Et... Voilà. On va arriver à un truc qui est assez... alors moi, c'est la chose qui me bluffe le plus. Ouais, c'est étonnant ça. C'est la loi du 7. En mathématiques, la loi du 7. Il y a une loi mathématique qui est que quand on divise un chiffre par 7, alors 7, vous savez que c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, Blanche-Neige et les 7 nains, et les 7 et les 7 jours de la semaine, et c'est un chiffre sacré dans toutes les traditions. Le 7, toutes les traditions le nomment comme sacré, hein. Le reconnaissent. Il y a 7 notes de musique, il y a 7 chakras, bon, etc. Et ces 6 points qui sont là sont gérés par la loi du 7. Alors qu'est-ce que la loi du 7 ? C'est que quand vous divisez 1 par 7, vous obtenez une série 1, 4, 2, 8, 5, 7. Illimitée. Quand vous divisez 2 par 7, vous obtenez une série 1, 4, 2, 8, 5, 7, illimitée. Quand vous divisez 3, alors moi je l'ai fait avec la calculette, j'ai dit, c'est pas parce qu'ils me disent que c'est une loi mathématique, moi je suis un pragmatique, je veux vérifier. Donc j'ai fait avec la calculette, puis au bout d'un moment je me suis arrêté, parce qu'effectivement, dès qu'on divise un chiffre par 7, on obtient une série 1, regardez, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et c'est une loi mathématique. Alors ça, on va se dire déjà, Pythagore, le jour où il a pondu ça tout seul, c'est déjà fort, hein. Mais ce qui est complètement sidérant et impossible à imaginer, c'est que l'énéagramme dit que quand une personnalité 1 va mal, elle est attirée dans la personnalité 4. Et elle va prendre les mauvais côtés du 4. Et quand un 4 va mal, il va aller dans le point 2. Et alors ça, c'est un peu gênant. Parce que ça veut dire que quand on va mal, notre personnalité nous échappe. Elle est téléguidée par une loi énergétique mathématique, universelle, intemporelle. Elle n'est pas culturelle, c'est-à-dire vous allez voir les énéatypes, nous on s'est pas mal promené dans les Péruviens marchent comme ça, les Touaregs marchent comme ça. Même un Touareg dans le désert, vous arrivez à voir son énéatype, au bout d'une journée ou deux avec lui, vous voyez vite son énéatype, et pourtant ils sont tous habillés pareil. Et on voit son énéatype pourtant. Et cet énéatype va être victime d'une loi mathématique qui lui échappe. Alors notre façon de penser, nous cartésiens, disant on est libre, on pense qu'on veut, vous n'aurez pas ma liberté de penser, vous voyez toutes ces phrases, ça en prend un sacré coup, parce qu'en fait, on se rend compte que là vraiment, ce que Gurdjieff disait, on est des marionnettes, c'est vrai. Nous sommes des marionnettes. Et c'est géré par une loi qui dirige l'univers. Parce que cette loi-là, elle est universelle. Alors, ça, c'est un peu gênant, mais en même temps, ça va demander à aller explorer, parce que pourquoi est-ce qu'on a intérêt, quand on est là, parce que nous, c'est la médecine symbolique, il n'y a jamais de hasard, hein. Pourquoi on a intérêt à aller explorer ce point-là, et de rester pendant 5 ans dans la déprime, par exemple, ou 3 ans dans la déprime, ou de faire un burn-out et d'aller là-dedans. Quel est l'intérêt pour l'âme ? Et c'est là où on va se rendre compte qu'effectivement, tout ça n'est pas un hasard. Tout ça n'est pas une chose qui est imposée à l'humain, notamment, par hasard, et qui a des raisons
qui vont nous entraîner justement à qu'est-ce que c'est que cette figure et pourquoi elle est fabriquée comme ça, et en quoi ça peut être un outil pour l'âme, pour nous dans notre développement personnel. Donc si vous voulez, on va passer à cette phase de la conférence et puis essayer d'aller explorer un petit peu les 9 mensonges de l'âme, et puis pour voir que derrière tout ça il y a autre chose qui se développe, et puis après on vous passera le micro pour que vous puissiez poser vos questions. En fait, pour faire le lien avec Éric Geoffrey ce matin, il en a parlé un petit peu par rapport aux maladies. Il y a 2 sortes de maladies. En fait, la première qui nous force à nous éveiller, à nous poser des questions, puis à être bien dans son corps. Et puis après, une deuxième sorte de maladie, mais c'est même pas ça, c'est des sensations qui sont dans le corps, qui sont dérangeantes, mais qui nous aident ou qui aident nos corps énergétiques à aller plus loin. Quand notre conscience change, en fait, nos corps énergétiques doivent se dilater, donc tout notre corps le ressent et souffre un petit peu, mais c'est presque le prix à payer. Voilà. Et donc là, par rapport au numéro 1 qui va mal, qui est déstabilisé dans son 1, on va voir parfait, et qui est pris en faute ou quoi que ce soit, mais où il est déstabilisé, ça va l'amener automatiquement dans le 4 et il va déprimer. Et cette déprime, on pourrait dire que là, il va aller toucher le fond, comme s'il rencontrait son mur, pour là se poser des questions et donc pouvoir rectifier quelque chose qui n'était pas en accord avec son âme. Parce que, comme on l'a entendu depuis 3 jours, la perfection n'existe pas. On est là dans un monde de matière où on doit expérimenter. Et nos expériences décalent toujours, donc on ne peut pas garder un monde parfait, sinon il n'y a plus de vie. Vous le savez ça. D'où l'exemple que donne Rose. Alors, nous, on n'aime pas les mots que l'on met sur l'énéagramme. Nous, on dit le 1, mais Rose a dit le mot qu'on utilise dans les livres, c'est le perfectionniste. Et quand il va aller là, pour une période plus ou moins longue, nécessaire, c'est clair que là, un point de déprime, ça peut être un point de suicide, hein. Ça peut être mortel. Mais quand on ressort de ça, et qu'on revient là, on se rend compte en fait que la perfection était un mensonge. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les 9 mensonges, on a les outils, effectivement on va arriver là, on va arriver s'incarner avec un de ces mensonges, mais ça va tellement lui faire mal à un moment, le mensonge va tellement lui faire mal, qu'elle va être quasiment obligée, si elle est un peu sensée, elle va être obligée de réagir à ça. Et cette obligation de réaction va l'amener à évoluer. C'est ça que dit l'énéagramme. Hein. Donc les mensonges sont vraiment des outils, mais qu'il va falloir dépasser un jour. Je vais vous donner un exemple très récent, en fait, de quelqu'un qui est dans ce cercle-là, plutôt au niveau émotionnel, et qui, hier, a passé la journée à l'hôpital, parce que son mensonge l'a amené à toucher profondément au niveau de son corps et au niveau du cœur. Elle a eu peur d'avoir une crise cardiaque. En fait, et donc son point sensible est là pour cette personne. Et donc, elle est allée à fond dedans. D'accord ? Cette énergie l'a amenée dans sa peur, dans 1, 4, 2, 8. Certainement que ça l'a amenée dans quelque chose de puissant au niveau du corps. Et ce qui est intéressant, mais vraiment même passionnant, c'est que cette personne, au moment de cette souffrance, en attendant, eh bien, elle a pris conscience qu'elle devait choisir de vivre et qu'elle n'avait jamais décidé de vivre. Vous voyez la chose hyper importante. Est-ce qu'on choisit de vivre pour soi ou est-ce qu'on vit pour les autres ? Ça, c'est la bascule de je suis soumis à un personnage, une personnalité, un ego, appelez-le comme vous voulez, à je suis là. En fait, les égos, les personnalités, c'est un « je suis ». On peut les passer vite fait en revue dans les enseignements actuels. Je suis parfait, je suis au service. Le 3, je suis un battant. Le 4, je suis original. Le 5, je sais tout. Le 6, je suis loyal et responsable. Le 7, je suis un épicurien, je m'amuse. Le 8, je suis un chef, moi je suis fort. Le 9, je suis bien, moi je suis zen. Et ces 9 mensonges, on met longtemps avant de se rendre compte que c'est quelque chose qui nous empêche de vivre, parce qu'au début, c'est quelque chose qui nous fait vivre. C'est embêtant ce truc. Ça nous fait vivre, ça nous donne une existence, ça nous donne, comme a dit Rose, une persona. Mais
au bout d'un moment, notamment avant la quarantaine, en général, ça commence à nous peser parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous arrivent alors ça c'est la grande recette, notre stratégie habituelle n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire, nous on pose souvent, quand on veut déstabiliser quelqu'un qui me dit oui mais moi je sais faire, par exemple, je prends un exemple de l'épicurien il peut nous dire non mais vous prenez la tête avec tous vos problèmes, il n'y a pas de problème, vous avez qu'à imaginer que vous êtes au bord de la plage sur le sable fin et puis voilà, il n'y a plus de problème. La sophrologie par exemple, vous voyez ce truc. Je dis ça, j'en ai fait un peu comme ça aussi. Et non, mais c'est une boutade. Donc, vous voyez, il n'y a qu'à penser à autre chose. La pensée positive, c'est la même chose. Il n'y a qu'à penser positif et il n'y a plus de négatif. Mais, et nous, c'est là où c'est intéressant, on dit à ces personnes, ok, tu as une solution. Où tu en es maintenant? Pourquoi tu nous consultes? Pourquoi tu vas mal? Ben, le constat, il est rapide et efficace. Ça veut dire que ce que tu utilises comme outil ne marche pas. Pour toi, attention, parce que la sophrologie et la pensée positive, qui sont des inventions de 7, va marcher pour tous les négatifs, sauf pour le 7. Et ouais. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que vous allez voir que ce qui marche pour les autres ne marche pas pour vous, c'est sans doute parce que votre outil n'est pas le bon. C'est-à-dire que vous utilisez un mensonge, pour vous ça ne marche pas, mais pour les autres, c'est une vérité, ça va marcher. Et ça, c'est complètement déstabilisant parce qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas de bonne thérapie, il n'y a pas de bonne médecine, il n'y a pas de choses qui soient adaptables à tout le monde parce qu'on est tous différents, en fait. Pour rebondir sur la sophrologie, en fait, on pourrait dire que, à part le numéro 7 qui doit arrêter d'en imaginer trop, pour tous les autres, il faut dilater son mental qui a peur et qui radote les vieilles recettes, les vieilles croyances, je peux pas, il faut pas, je dois pas, vous voyez. Donc la sophrologie va aider votre mental, sauf le 7, votre mental à aller voir plus loin, à accepter une autre réalité que celle qui vous enferme. D'où ce que disait tout à l'heure Céline, qui disait, en fait, l'énéagramme va vous amener beaucoup de compassion et de compréhension des autres, et on va arrêter de juger les autres parce que, comme disent les Amérindiens, il suffit de marcher 3 lunes dans les mocassins de l'autre pour se rendre compte qu'on ferait mieux de faire taire nos jugements. Parce que l'autre, il est, comme nous, une marionnette et qui ne peut pas faire autrement que de faire ce que cette figure lui raconte. Hein. Ouais, ça l'oblige, ça. Alors, on va pas rentrer dans le descriptif des personnalités parce que là il faut 3 jours, dans une journée, mais bon, c'est pas le but. On va s'amuser avec les 7 péchés capitaux et les transformer en 9, ça vous va? Et puis on va mettre derrière les mensonges. D'abord on va retraduire les péchés, parce que les péchés sont mal traduits. Hein. Et ça va nous permettre de voir derrière les mensonges qui sont là, et qui guident un peu toutes nos personnalités, notre mental menteur, pour essayer d'aller voir après, si on a le temps on verra, qu'est-ce que ça cache et qu'est-ce qu'on doit inverser pour aller mieux. Hein. En fait, moi j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est pas une erreur de se construire avec un ego, hein. C'est sûrement, puisque ça existe, une obligation pour exister dans ce monde de matière, s'individuer pour un jour retrouver le lien avec les autres, en avoir tellement envie qu'on va dépasser cette limitation. Alors on va commencer par le 9. Parce que le point 9, c'est le dernier de la figure, mais c'est le premier en fait. Parce que le point 9, vous savez que c'est un point 0, qu'en numérologie, quand vous additionnez, faites une addition numérologique d'un chiffre, vous allez par exemple 45, c'est 5 et 4, ça fait 9. Et vous allez vous rendre compte que si vous additionnez dans une suite de chiffres un 9, le 9 disparaît, il compte pour du beurre. Alors c'est la personnalité qui compte pour du beurre. Voilà. C'est le point qui rassemble tous les autres points, c'est-à-dire que l'âme, quand elle va s'incarner, elle va rentrer dans un oubli de sa nature divine. On a eu plusieurs conférenciers qui ont parlé de ça, c'est-à-dire l'âme commence par oublier, et elle va oublier sa nature divine, c'est le monde d'avant, et elle va s'oublier par le même coup. On va oublier notre moi profond. Donc le point 9, c'est l'oubli de soi, on pourrait le symboliser comme ça, l'oubli de soi.
je compte pour du beurre, moi je suis bien, je suis là, je suis posé, mais ça va, quoi, tout va bien. Mais je m'oublie, je compte pas. En fait, le point 9, c'est celui qui n'a pas vraiment d'ego. Il n'y a pas trop d'ego, il est là, Alors, posé. à part que si on oublie notre nature divine dans le monde dans lequel on vit, le monde de matière, eh bien on a peur. D'où va apparaître la peur. Tout le monde va avoir une peur différente de l'autre, mais une des 9 peurs vont être créées parce qu'on a oublié notre nature divine, notre puissance créatrice. Donc on va créer notre mal avant de comprendre et un jour de découvrir qu'on pourrait peut-être créer notre bien, notre guérison. C'est le chemin. Oui. D'où, si vous voulez retrouver votre nature divine, on vous prévient tout de suite, il va falloir retrouver d'abord votre peur. Si vous ne voyez pas votre peur, l'énéagramme dit vous ne pourrez pas évoluer parce que c'est en retraversant notre peur existentielle que l'on va retrouver derrière notre nature divine. Mais si on ne fait pas ce travail d'aller affronter sa peur, c'est pour ça que l'énéagramme c'est un outil super, c'est qu'il va vous pointer tout de suite où se trouve votre peur et que vous allez savoir que tous les jours vous devez l'affronter. Ouais, la peur c'est comme un voile, vous savez que nos peurs c'est un peu réducteur, mais ce sont des croyances mentales, c'est pas un serpent qui passe, c'est à l'intérieur de nous et ça nous voile la réalité et ça le fait en permanence. Et quand on commence à la voir, ça veut dire qu'on se désidentifie d'elle et donc là on peut tranquillement, et ça prend un peu de temps quand même, la dépasser et au quotidien la dépasser pour exister enfin. Donc le 9, comme il est dans l'oubli de soi, ça va être un expert pour faire vivre les autres. Hein. Il est un peu l'homme à tout faire, la femme à tout faire. Il est comptable, il va compter pour les autres, il compte l'argent des autres par exemple. Il est au service des autres, enfin, bon, c'est un peu un truc comme ça. Et le péché capital qui est là, je vous le donne, mais vous n'avez jamais imaginé ça, c'est la paresse. Non pas la paresse au sens où on vous le traduit maintenant au caté en disant il ne faut pas être paresseux, il faut travailler. Non, non, le 9 peut être un travailleur infatigable. C'est pas ça. La paresse, au sens spirituel, c'est d'être ici et de ne pas s'occuper de soi. Je répète, et ça vous êtes tous concernés, parce que le point 9, on l'a tous, c'est d'être ici dans cette incarnation et de ne pas faire la seule chose pour laquelle on est venu, c'est de ne pas s'occuper de soi, c'est-à-dire de ne pas s'occuper de son âme. On veut tous sauver son frère, aider les voisins, on veut tous que nos parents changent, que je sais pas quoi, mais on ne s'occupe pas de soi. Ça s'appelle de la paresse. Alors qu'on a une seule chose à faire, c'est se réaliser. Moi je prends toujours l'image de l'arbre, comme si vous étiez un arbre, l'arbre de vie. Vous devez l'aider à pousser, à émerger de vous pour porter vos fruits, et une fois qu'il sera grand, puissant, qui va créer quelque chose, ça va vous nourrir et nourrir la vie. Mais en ce moment, on a oublié ça, donc on reste dans une inaction. Voilà. On passe au point 1. Le point 1, c'est, on a dit tout à l'heure, c'est le perfectionniste. Le perfectionniste, lui, son truc, je vous rappelle que c'est un instinctif assez binaire. Hein. Lui, il pense qu'il y a le noir et le blanc. Il y a le bien et le mal. Donc ça va faire quelqu'un d'assez rigide et d'assez, on peut dire le mot, assez intégriste, parce qu'il pense qu'il y a une bonne façon de faire les choses. Et donc, quand il y a une chose qui n'est pas faite selon ce que lui juge être de la bonne façon de faire les choses, ça le met en colère. Donc ça va être le point de la colère, du jugement et de la colère. Et évidemment, vous allez retrouver, après, si on a le temps, on passera en revue dans la société, vous allez voir des choses. En ce moment, il y a par exemple, je vous donne un exemple pour vous voyez, fassiez les liens symboliques. Vous avez vu un mouvement qui s'appelle les gilets roses ou non, les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Ce mouvement des gilets jaunes va naître de quoi? Apparemment d'une taxe sur le pétrole. En fait, d'une taxe sur le pétrole, plus les 80 km/h, plus les ronds-points, les tape-culs, les motards qui ne peuvent plus rouler, etc. Et on se rend compte qu'en fait, derrière, il y a une symbolique de gens qui sont en colère parce que on leur impose quelque part de ne plus rouler comme ils veulent, librement. On leur impose ça sous le prétexte de leur dire vous êtes des délinquants en puissance puisque vous roulez vite et que vous allez tuer des gens. Il y a même des médias qui ont osé faire une enquête sur les radars qui ont été bouchés en disant est-ce que les gilets jaunes sont responsables des morts supplémentaires depuis le mouvement. Vous vous rendez compte l'accusation.
Ça, cette accusation, elle est typique du point 1. Moi, je sais qu'il faut que les gens roulent moins vite. Et je vais imposer aux gens de rouler moins vite. Vous voyez ça? Ben ça, cette façon de penser, elle est dictée par une notion qu'on appelle le bien et le mal, mais une notion de jugement. Qui sommes-nous pour juger de qu'est-ce que c'est que vite? Vous voyez, même ça, ce mot vite en français. Pour certains, vite, c'est 50 km/h, pour d'autres, c'est 80, puis ça dépend du véhicule, et puis ça dépend des conditions atmosphériques, puis ça dépend de l'état de la route, et puis ça dépend... Et là, on rentre dans le fait qu'effectivement, on ne peut pas juger, puisque ça dépend de circonstances qui sont uniques. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Donc le point 1 va être un point qui va être soumis à la colère, parce que dès qu'il voit quelque chose qui le dérange son jugement mental, ça le met en colère. Mais comme c'est un point yin, il va retenir sa colère, elle va être en sourdine. Et c'est pour ça, avec. Voilà, il va faire avec. Et c'est pour ça qu'un jour, on a un mouvement des Gilets jaunes, et puis on dit, mais comment ça se fait qu'il y a un mouvement de colère comme ça, avec une telle violence? Parce que c'était réprimé. Ça fait cocotte minute, vous voyez. Et si nos dirigeants, si les gens qui dirigent la société, je ne parle pas que des gouvernements, hein, parce qu'ils ne dirigent pas grand-chose en fait, mais si les têtes pensantes et les gens étaient informés de ces mécanismes-là, on pourrait anticiper cause-conséquence. On pourrait anticiper ça, parce qu'en se disant, si on continue à serrer la cocotte minute, le jour où elle va exploser, ça va faire mal à tout le monde. Donc il va falloir lâcher un peu du lest, il faut être intelligent, parce qu'il y a un égrégore de 1 qui va faire cette colère. Ça va? Alors on pourrait dire quand même, malheureusement c'est comme ça, mais on a tous ça en nous. On se juge. Vous avez remarqué? Sans arrêt, bien mal, bien mal, bien mal. J'aurais pas dû, alors qu'on expérimente, il n'y a pas d'erreur. Vous devriez gommer le mot erreur et dire j'expérimente la vie, ou la vie s'expérimente à l'extérieur. Donc le premier point, c'est je m'oublie. Le deuxième point, c'est je tombe dans la dualité. Ça va? Le troisième point, on va de pire en pire, hein, je vous rassure. Ouais, je soulage. Allez. Le troisième point, on dit souvent des femmes qui sont au service. Le point 2, c'est celui qui passe number 2, qui passe pas en number 1. Vous voyez, il va passer en deuxième position, il va se mettre au service des autres. Mais, il y a un mais, avec l'intention et l'attente que si on est gentil, on va être nourri affectivement, c'est-à-dire on va m'aimer. Donc c'est pas désintéressé, c'est-à-dire je suis au service, mais j'espère avoir un retour affectif. Et ce manque affectif vient d'une peur, bien sûr, mais elle va surtout créer chez la personne un manque qui ne va pas pouvoir être comblé. Quand vous avez un manque, si par exemple vous avez besoin d'argent, mais que vous avez la croyance que vous n'en aurez jamais, que vous manquez d'argent, ce qui se réalise dans votre vie, c'est le manque d'argent. Donc vous n'en aurez jamais, puisque vous croyez que vous en manquez. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des fortunes, en fait, mais qui sont toujours à la recherche d'argent, parce qu'ils croient toujours qu'il leur en manque. Hein. Entre parenthèses, vous savez ça. Hein. C'est pas une histoire comme le rouler vite, c'est pas une histoire de quantité. Donc si la personne croit qu'elle a besoin de l'affection des autres pour exister, elle va toujours être en manque affectif. Et donc elle va être prisonnière de ce manque, et ce point-là va être tout le temps dans une insatisfaction au niveau du thorax, hein, qui va aussi lui causer des problèmes physiques à terme. Hein. Oui, j'ai une petite remarque par rapport à tous ces fonctionnements. En fait, ce sont des fonctionnements, on pourrait dire d'ego ou enfantins, qui se construisent tous dans l'enfance. Donc, on est soumis à ce fonctionnement enfantin comme la petite fille ou comme le petit garçon quand on était petit. D'où on va travailler sur soi pour aller essayer de nettoyer ça. Et c'est soumis à cette loi énergétique qui fait qu'on est tous obligatoirement construits avec ces énergies du 1 au 9. Ouais. Et qui vont, juste pour préciser, qui vont autant de la maladie mentale qu'à l'éveil, etc. Et on est tous sur un curseur où on monte, on change de niveau. Oui. Sur le point 2, vous pouvez avoir... Mère Teresa et Brigitte Bardot, c'est pas pareil, mais c'est le même énéatype, hein. C'est juste une échelle
énergétique, hein, de conscience en fait. Et ce qu'a dit Rose, là, la construction dans l'enfance, l'énéagramme ne tranche pas entre l'inné et l'acquis. Nous, on le sait avec les baguettes, on le voit quand on fait des constellations avec la figure, qu'effectivement, les âmes ont déjà les informations avant d'arriver dans cette incarnation. C'est-à-dire que l'âme est déjà deux avant d'être renforcée dans son deux par les parents, l'éducation, tout ça. Donc le point du péché capital du 2, c'est l'orgueil. Parce qu'à force d'être au service des autres, la personne en arrive à croire que c'est elle qui crée les autres. Bah oui, c'est comme ça. Le point 3, c'est un point très très dynamique, parce que c'est le point du battant, on l'appelle le battant. C'est une personne qui croit qu'il faut être vu et admiré. Il faut réussir, en voilà. fait. Donc ça va être un point très très beau, parce que pour être admiré, il faut être beau. Donc si vous croyez que vous êtes beau par hasard, détrompez-vous, ce n'est pas hasard. Le physique, la morphopsychologie est aussi liée à l'énéatype. C'est-à-dire que les points 2, 3, par là, sont les plus beaux de l'énéagramme, on dit, parce que pour attirer de l'affect et pour être admiré des autres, il faut être beau. Et c'est comme ça. Mais il faut être beau dans les canons du moment. C'est-à-dire que... Ben oui. En ce moment, les filles sont plutôt longilignes et maigres, alors qu'il y a un siècle, il fallait qu'elles aient des grosses cuisses et des hanches. Et si vous allez au Maghreb, les 3 du Maghreb ne sont pas comme des 3 parisiennes. C'est parce que la beauté au Maghreb n'est pas la même qu'à Paris. Alors c'est dingue de voir que le psychisme est capable de créer le physique. Hein. Alors ça, c'est vraiment sidérant. Donc le point du 3, le 3, c'est de confondre le paraître et l'être. Et donc vous allez avoir un mensonge qui a été oublié, un péché capital qui a été oublié par la religion catholique, qui est le mensonge. Le mensonge n'est pas un péché capital. Alors c'est très intéressant, parce que vous verrez que vous écoutez les hommes politiques, vous savez qu'ils vous mentent. Vous écoutez les chefs d'entreprise, vous savez qu'ils vous mentent. Vous écoutez les journalistes, vous écoutez tout le monde, vous savez qu'ils vous mentent. Et pourtant vous acceptez ça. Parce qu'on n'a pas dit que c'était un péché capital. Donc on peut mentir, après tout, vous savez que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, etc. C'est comme si c'était une banalité. Et dans le prochain livre, moi, j'avais écrit un petit passage là-dessus en disant, mais est-ce une banalité? Est-ce qu'il faut banaliser le mensonge à ce point-là? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de capital? C'est le point 3 qui soulève cette question. Il reste 20 minutes, c'est très bien. Le point 4, parce qu'après, ils m'ont dit, vous n'avez pas fait le 5 et le 6. Le point 4, c'est facile. C'est un point qui recherche l'originalité pour exister. Donc là, on va avoir un mensonge qui est de croire non pas qu'il faut être vu, mais qu'il faut être vu différemment. Alors bien sûr, vous allez reconnaître chez vous tous ces points-là, hein. On soit bien d'accord, parce qu'on a tous ces constructions. Et si je dois être remarqué, il faut que je sois différent des autres. Moi, je ne veux pas être comme tout le monde quand même. Et ce point-là, ça va l'amener à créer du nouveau. L'amener à créer du nouveau, mais c'est quelquefois du nouveau un peu déstabilisant. Hein. Parce que pour être original, quand vous allez à Paris, vous allez voir, il y en a, ils font fort. Hein. Il y a un moment, on dit, c'est où la limite? Puisque c'est sans fin. Je vous rappelle que c'est un besoin existentiel, donc c'est sans fin. Et du coup, comme c'est sans fin, il va y avoir un péché capital qui s'appelle l'envie. Parce que comme il est jamais satisfait de ce qu'il a, puisqu'il faut toujours être plus original, et bien en fait, il a toujours envie d'autre chose, de quelque chose de différent. Et donc, le péché de l'envie va être plus focalisé sur le point 4. Ça va? Vous suivez? Moi, ce que j'aime bien, c'est voir le côté utile, parce que si ce point-là va toujours plus loin, c'est que ça nous décale toujours plus loin dans notre capacité à créer du nouveau. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de choses à jeter. Ça nous amène dans autre chose que le ronron. On connaît ça, on répète la tradition. La vie veut qu'on crée du nouveau, et le 4, il est spécialiste. Vous comprenez? C'est vraiment intéressant qu'on soit tous différents pour que on puisse créer une vie nouvelle à chaque instant. Et les 9 numéros de l'énéagramme nous amènent à ça. Et on a tous ça en nous, plus ou moins. Alors là, on va faire un truc qui est énorme, c'est qu'on va passer le fond de la marmite, là.
tout en bas de l'incarnation et de l'énéagramme, il y a les points 4 et 5. Et là, on va passer du point des émotionnels au point du mental. Et on va passer sur le point 5, qui lui est un mental qui va être, si vous voulez, l'aspect rationnel du mental. Vous allez avoir l'aspect rationnel ici et l'aspect imaginatif ici. L'aspect rationnel, c'est quelqu'un qui veut tout savoir, il veut tout comprendre, il veut tout gérer avec sa tête. Donc ça va faire beaucoup de dégâts dans les domaines scientifiques, intellectuels et tout, parce que ce sont des gens, ça va faire par exemple qu'il y a un spécialiste du foie qui n'en a rien à faire du corps de Madame Dupont, parce que lui, il est spécialiste du foie. Et que si Madame Dupont a aussi un problème au poumon, il enverra Madame Dupont chez un confrère qui va s'occuper du poumon, parce que lui, c'est pas sa spécialité, le foie, c'est son truc. Et ça va faire une médecine qui va découper l'individu au lieu d'avoir une médecine uniciste globale. Et ça va faire la tentation de notre cerveau de tout segmenter en petits bouts, de tout secter en petits bouts pour pouvoir maîtriser la connaissance. Avec l'illusion qu'on va exister comme ça. C'est-à-dire presque, pour pousser le paroxysme, c'est un point qui croit qu'il va devenir Dieu par la tête. Qu'il va tout savoir par la tête et qu'il va pouvoir devenir Dieu. Ça va jusque-là dans la pensée qui est sous-jacente. Mais ça va créer quelque chose de l'ordre de la rétention, parce que la connaissance, du coup, ça devient quelque chose qu'il faut acquérir et qu'il ne faut pas donner, parce que le mental est comme ça. Il aime bien prendre, il n'aime pas donner. Vous avez vu votre mental, comment il fonctionne? Il fonctionne comme ça. J'aime bien recevoir des informations, mais j'aime pas en donner. Du coup, ça va faire une forme de rétention qu'on va appeler dans les péchés capitaux l'avarice. Alors c'est pas l'avarice d'avoir plein d'argent et de ne pas le dépenser, hein. Ça peut être l'avarice de ne pas dire quand on devrait dire, de ne pas manifester d'émotion quand on pourrait. C'est une avarice basique, hein. C'est juste de faire de la rétention au lieu de faire une circulation, hein. Ça va pour le point 5? C'est un intello, hein. On est rentré chez les intellos. Alors c'est un intello et il y a beaucoup de scientifiques, moi j'avais lu ça il y a très longtemps, mais en fait des chercheurs, mathématiciens qui en fait réduisaient la vie à 2 lois et puis une loi. Donc ça les a amenés dans leur segmentation à retrouver le 1. Vous voyez, dans la petite partie, il y a le tout. Et donc on pourrait dire que c'est pas inutile, c'est aussi une manière de prendre la vie ou dans le 1 ou dans le tout. Alors, c'est le point de l'invention de la psychanalyse, par exemple, hein, sans doute que Freud est 5, hein, parce que c'est vraiment typiquement faire le tour d'un truc, d'une question, tourner jusqu'à avoir tout saisi, analyser, voilà. Et c'est un point qui est très, très, très influent dans les milieux scientifiques et donc on va subir un peu cette influence de la segmentation dans tous les domaines. Et pas que médical, hein, on a pris cet exemple, mais scientifique, tout, partout, on découpe en petits bouts, il faut tout prévoir, il faut tout anticiper, il faut tout savoir. Voilà. Le point 6, lui, c'est un autre point qui a été oublié. On a oublié sur la Trinité, on a oublié le 3 et le 6. Un autre point qui a été oublié par la description des péchés capitaux, c'est le point de la peur. Lui, c'est le point du mental, donc c'est le point de la peur. Le mental ne fonctionne qu'avec la peur, et donc pour se rassurer, le 6 passe sa journée et sa vie à anticiper les problèmes et à essayer de les régler par anticipation. Sauf que le problème n'existe que dans sa tête. C'est-à-dire, mon fils a pris sa voiture pour aller en boîte de nuit, j'espère qu'il n'a pas eu un accident, il faut que je l'appelle pour savoir si tout s'est bien passé. La personne est en train de créer une peur. La peur devient réelle, parce que le cerveau ne fait pas la différence. Je vous rappelle que c'est tout vos mental qui fonctionne, le mental fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand j'anticipe une peur et que je me projette, le cerveau lui fait pas la différence. Entre un vrai citron ou l'image d'un citron, le cerveau il fait pas la différence, il est bête comme tout le cerveau. Et tu as peur que ton fils a eu un accident, eh ben il a eu un accident. Donc il faut vite que j'appelle pour me rassurer. Donc ça va dépenser une énergie folle, ça va nous faire dépenser une énergie folle pour vérifier ou se prémunir de choses qui n'existent que dans notre tête. Vous fonctionnez comme ça ou pas? J'espère, hein. Vous avez une tête quand même. Elle fonctionne comme ça, notre tête. Alors, moi j'aime bien voir toutes ces peurs-là au niveau énergétique, puisque avec les baguettes, ça nous permet d'aborder l'âme ou l'invisible, enfin bref, et les baguettes
montre comment ça fonctionne. À chaque fois qu'on est dans une peur c'est, regardez bien le mouvement, c'est une rétractation, d'accord ? On a peur, donc on se met dans un coin, on se rétracte. Et donc si on se rétracte, notre âme qui devrait exprimer quelque chose ne dit pas, ne fait pas, ne chante pas. On est tous soumis à des peurs qui nous empêchent de prendre notre place. D'accord ? Donc on ne peut pas exister, prendre notre place, ça décale tout le monde. Les autres sont obligés de combler le vide, faire à notre place. Dans les familles, ça décale. Ceux qui ont peur, eh bien, c'est l'aîné qui doit faire le travail, ou si l'aîné ne fait pas, c'est le petit qui remplace. Vous voyez comment nos peurs nous empêchent d'être juste dans notre rôle, dans ce qu'on devrait être. Alors bien sûr, les 5, les 6, les 7 étant dans le royaume du mental, la peur c'est vraiment leur fonctionnement. Et ils vont avoir des stratégies différentes pour régler la peur, mais le point 6, lui, il est tellement dans le point 0, tellement envahi par les peurs que souvent, il ne fait que passer son temps à se prémunir de choses imaginaires. Enfin, pas imaginaires, oui, si, enfin des peurs. Ça va ? Et donc, la peur est un péché capital qui a été oublié par la tradition. Voilà. On l'a pas cité comme péché capital. Alors moi, j'ai envie de rajouter un petit truc là qui me vient. En fait, la peur, on anticipe sur autre chose. Si ça existe, c'est que ça a une fonction. Certainement qu'on imagine quelque chose, on se relie à un futur qu'on peut ramener dans le présent. C'est peut-être compliqué ce que je dis, ça va, vous voyez ? Et donc ça nous permet de faire du lien. Demain, je vais vivre ça. Ça nous emmène vers du lien. Et souvent, les 6, numéro 6, sont dans « je veux faire du lien, j'ai envie de faire du lien pour changer, aider ». C'est des points d'aide. On va voir que les flèches vont aider les gens à évoluer après, et qu'effectivement, la pathologie, si elle semble enfermer la personne, parce que quelqu'un qui est sur le point 6 ne peut pas s'empêcher de penser ça dans sa tête. Et vous prenez un livre d'énéagramme, vous dites le 6, pour évoluer, il faudrait qu'il arrête de penser. Ah ouais. Mais comment on fait quand on est 6 pour arrêter de penser ? Enfin, tu vois, c'est le genre de conseil, c'est pas possible, quoi. Non. Le 7, le point 7, on l'appelle l'épicurien, c'est un enfant qui veut pas grandir. Lui, il a dit, moi, je vais rester dans le monde imaginaire de l'enfance, parce que vous savez que l'enfance, ça commence par un monde imaginaire, cerveau droit, avant d'aller plutôt vers un monde mental, cerveau gauche. Donc lui, il a décidé de rester dans ce monde-là, parce que c'est très confort. Il n'y a qu'à penser que j'ai les gâteaux, même si j'en ai pas, ils sont là, en fait. Et donc, le 7 est quelqu'un qui va se construire une personnalité de mensonge en croyant que tout est beau, qu'il faut être content, heureux en toutes circonstances, c'est le bonheur total, tout va bien. Alors il est très imaginatif, énormément. Lui c'est vraiment un point créatif, imaginaire, et c'est lui qui va inventer. Vous voyez, tout ce qui est nouveau, très souvent, c'est cette énergie qui est le précurseur des nouvelles inventions, du nouveau qui arrive, vous voyez ? Il s'échappe un peu de la matière, mais il va piocher les idées qui sont déjà là et il les ramène. Après, il faut les mettre en œuvre. Dans l'évolution, ça peut être un visionnaire. Hein. Mais dans la pathologie, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quelqu'un qui, comme il veut éviter une peur, hein, on ne vous parle pas des peurs qui sont derrière, parce que c'est trop long, mais derrière, il y a une peur qui lui fait rechercher par cet imaginaire une pseudo-satisfaction. En fait, comme cette peur est toujours active, il est toujours en soif de satisfaction, donc ça va donner des personnalités narcissiques, égocentriques, toujours à la recherche de plaisir, ce qu'on appelle des fois les narcissiques, là, justement, et qui va être dans le péché de la gourmandise. Parce que si il pense qu'il manque de manger, il va pas arrêter de manger. S'il pense qu'il manque de relations, il va pas arrêter de chercher des relations, etc., etc. Et donc il va être dans le péché de la gourmandise, c'est-à-dire qu'il va en être gavé à la sortie, quoi. Hein, et ça va encore le rendre plus malade, bien sûr. Donc là, c'est le point de l'hépatite C. On voit des fois des maladies qui vont se focaliser sur des énéatypes parce que la conséquence des abus, eh bien, elle va entraîner le diabète, des maladies comme ça, vous voyez, des maladies pour ceux qui mangent trop, par exemple. Mais attention, tous les 7 ne le vivent pas sur l'alimentaire. Ils peuvent le vivre sur d'autres domaines. Hein. Et enfin, le 8, lui, qui est un instinctif, on revient dans le monde de l'instinctif. Le 8, lui, il croit qu'il faut être fort en toutes circonstances pour survivre. Donc, c'est un point instinctif de survie qui pense que sur Terre, il y a de la place pour les forts et les faibles, il n'y a pas de place pour eux. Donc,
il n'y a pas de choix, il faut être fort. Et il va construire une personnalité très très costaud, physiquement, mentalement, émotionnellement blindée, qui va cacher un cœur tout doux, mais qui ne veut pas être blessé, bien sûr, mais qui va paraître au prime abord, si vous voulez, ça fait une personnalité à la Donald Trump, ou à la Marine Le Pen, ou à... vous voyez, ça fait des personnalités assez dynamiques et assez apparemment... ou Coluche. Ou Coluche, voilà. Mais ça va faire des personnalités assez dures. Hein. Et qui osent dire les choses. Alors que les 6 ne diront rien, même s'ils ont peur ou s'ils ont envie de... moi j'ai une idée, et bien les 6 ne disent rien, les 8 disent. Et avec force. Alors tout à l'heure on a vu qu'il y avait une particularité là, parce que là il y a 2 points yin, et qu'on est au fond, mais là il y a 2 points yang. Alors là, vous avez la gourmandise, et là vous avez la luxure. Alors quand vous avez des gens qui sont entre le 8 et le 7, qui oscillent entre le 8 et le 7, vous imaginez les personnalités que ça peut faire. On va les remarquer, hein, à la télévision, on va les remarquer, dans les médias ou dans la vie sociale, on va les remarquer parce que ça va être des personnalités impressionnantes. Parce qu'il va se dégager d'eux quelque chose de très très puissant et de très abusif aussi. Hein, puisque gourmandise et luxure, si je ne m'abuse, c'est quand même des énergies puissantes. Hein. Oui, parce que là on parle d'ego, hein, d'accord, de personnalité, donc d'ego, ça se construit. Alors ça, c'est les 9 mensonges et les enfermements. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que derrière, l'énéagramme va nous dire, un jour, alors pour l'instant, on n'y est pas, hein, mais un jour, la figure va s'inverser. C'est-à-dire, il y aura tellement de gens évolués, on ne sait pas, vous savez, il y a la théorie de la bascule. Quand est-ce qu'il y aura un champ de conscience suffisant sur le collectif qui va faire basculer tout le monde dans une évolution au lieu d'être dans une involution? Ben, l'énéagramme dit exactement la même chose. Un jour, les flèches vont arrêter de tourner en involution, comme ça, comme au début, mais elles vont tourner en évolution, en sens tellurique. Et en évolution, ça veut dire que les 9, au lieu d'aller mal dans le 6, vont aller bien dans le 3, que les 3 vont aller bien dans le 6, etc. C'est-à-dire que tout le monde va se mettre à évoluer. Alors bon, on va pas faire de prédiction, parce que ça serait un peu présomptueux, mais dans la théorie de l'énéagramme, il est dit qu'un jour ça va se passer, c'est-à-dire que les flèches vont s'inverser et ça va pas venir par un don de Dieu ou de je sais pas quel créateur externe, ça va venir du fait que chaque individu va comprendre que dans ce jeu-là, il a une note de musique à jouer et une seule, la sienne. On revient sur le point 9, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est s'occuper de soi. Et c'est pas être égoïste, c'est vraiment l'essentiel, votre essence, votre but, vous devez vous occuper de vous. Et regardez bien, ce qui est fabuleux, c'est que dans la flèche, là c'est l'univers, c'est le 1, etc. Mais en fait, nous on rajoute ça dedans, l'humain, et en fait vous allez voir que, bizarrement, c'est un peu la conclusion de notre conférence, c'est que, bizarrement, dans toutes ces individualités qui sont nécessaires pour exister, ces personas, ces égos, en fait, on est tous interreliés par des flèches, par des interactions invisibles, qui font que si, par exemple, le 6, un 6 évolue, il va contaminer la figure du collectif, et que peut-être que le 6, par exemple, c'est un bout du bassin, là, que le 7, c'est un bout de la croix, ici, et vous allez voir que les points 7 et les points 2 sont souvent des enseignants infatigables aussi, ils aiment bien transmettre, vous allez voir, ils aiment bien distribuer la croix, vous allez vous rendre compte que vous tous, vous croyez que vous êtes isolés, que vous devez exister, c'est un mensonge, vous existez déjà. 2, que vous croyez exister d'une certaine manière, c'est un mensonge. Et vous allez vous rendre compte que vous existez d'une manière telle que vous pouvez inverser un processus qui vous emmène vers une pathologie pour aller vers une vertu. Hein, on ne peut pas développer tout ça aujourd'hui. Mais donc, on peut se rendre compte que chacun d'entre nous, on a quelque chose à jouer par notre note de musique pour inverser une involution en évolution, et que cette inversion va contaminer tout un collectif parce qu'on fait tous partie, même si on est individu, on fait tous partie de ce collectif. Ouais, c'est vrai, et quand les gens vont mal, nous on remarque qu'on peut les mettre dans une case, on pourrait dire dans un numéro, mais quand les gens vont bien, c'est impossible. Ils sont dilués, c'est comme si on pouvait accéder à toutes ces énergies-là pour les capter et les vivre. Et on a découvert ou mis au point
une manière d'aborder cette figure-là avec les baguettes en se plaçant au niveau du cœur, donc de l'âme. Et on peut aborder l'univers et voir les errances de notre âme avant l'incarnation pour pouvoir les corriger, les corriger en conscience. On ne les corrige pas avec une gomme, mais on comprend, on met du sens et on le vit différemment. Et ça peut changer une vie. Super. Est-ce qu'on peut couper le vidéo parce que ça éblouit? Je sais pas si... Ouais, super. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelques échanges de questions-réponses parce que là, ça fait déjà beaucoup d'informations. On ne peut pas vous aller plus loin dans l'enseignement de l'énéagramme, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de l'outil, puis du potentiel qu'il y a derrière. Il est infini le potentiel, hein, puisque quand je vous dis qu'on peut classer la psychanalyse à tel endroit ou les gilets jaunes à un autre endroit, c'est un peu fascinant, mais ça fait un peu peur aussi de pouvoir tout mettre dans des cases. Il faut faire attention à un moment. Hein. Mais en fait, moi je pense que cet outil-là, à force de le pratiquer, il n'y a que quand on se voit, quand on voit qui on est, qu'on peut changer. Avant, on est identifié à un personnage et on ne peut rien changer. On croit que c'est nous, c'est moi, je ne peux pas changer. Et quand on sort du bain, on voit la couleur du bain et là, on peut modifier quelque chose. L'intérêt, c'est de voir ces fonctionnements, ces vieux fonctionnements qui ne sont plus d'époque et pouvoir avoir une clé pour en sortir, pour exister. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, je voudrais vous poser une question très simple. Comment peut-on arriver à bouger concrètement dans sa vie sur le plan concret et sur le plan émotionnel quand on n'a pas la motive en fait? Pas là. Quand on n'a pas la motivation, ouais. On se dit à quoi ça sert? Oui, très bonne question. Alors, l'énéagramme peut répondre de multiples manières. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une règle de l'énéagramme qui est expliquée, c'est que on ne peut évoluer qu'en traversant sa peur. Et rassurez-vous, comme votre peur est inconsciente, un jour elle va se manifester. C'est-à-dire avant 40 ans, il est impossible que vous n'ayez pas traversé plusieurs fois votre peur parce qu'elle va se matérialiser. Si vous avez quelque chose derrière la tête, ça forcément un jour ça viendra devant et ça va se matérialiser. Donc les peurs que l'on cherche à éviter pour exister vont se matérialiser. Et en se matérialisant, on va se rendre compte qu'on n'en meurt pas. Et ça va commencer à nous faire évoluer. Alors ça, c'est quand on subit le processus de l'énéagramme, de la création. Quand on en a conscience, on voit arriver la chose, et là, on peut dépenser beaucoup moins d'énergie. Parce qu'au lieu de se prendre la vague et d'être dans un tourné-boulet pendant 30 mètres, on va pouvoir vraiment anticiper les choses et dépenser moins d'énergie. Parce que là, ce que vous dites, ce que vous soulevez, c'est la fatigue due au manque d'énergie. À un moment, ce manque d'énergie fait qu'on n'a plus la force, comme on dit. Et c'est intéressant, l'énéagramme peut apporter ce type de réponse. Alors après, il peut y avoir plein d'autres réponses. Moi, j'aimerais dire aussi pour vous et puis pour tous ceux qui ont un vide au niveau de la motivation. En France, on est quand même les champions de la déprime. Hein. Donc ça veut dire qu'on n'est pas relié là et on est en vide de moteur. Motivation, mouvement, moteur. Il y a une chose, il faut passer par le corps, en fait. Avoir du sens, mettre du sens en haut, mais surtout retrouver le corps, c'est notre base. Et très souvent, nous on le voit en séjour de soins de l'âme, des soins du sens et le corps, marcher, revivre, du lien avec les autres, ça aide à se relier à la vie. Il ne faut pas rester seul. On pourrait le remontrer sur la figure, mais c'est pas intéressant. Chaque point est relié par des flèches, et si vous observez bien la figure, tous les points sont reliés à l'instinctif. Tous. Ce qui n'est pas le cas pour les autres règnes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est relié à un instinctif, et que l'instinctif, c'est souvent effectivement la clé, une des solutions pour sortir des problèmes. On a un quart d'heure de retard, là ? C'est pas vrai. Bon, est-ce qu'il y a du retard, en fait ? On est vivant, hein ? C'est la bonne heure, hein ? À la bonne heure, d'ailleurs. Alors, ce qu'on va faire, plutôt que de faire des questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter au stand de la librairie Garin, et puis on vous rejoint là-bas. D'accord ? Allez, merci beaucoup. Merci à vous.